Good afternoon, colleagues in Geneva and Chers collègues ici à Genève, bonjour. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous suivent dans d'autres fuseaux horaires. Bienvenue à cette séance d'information en marge de la réunion du Comité des règles d'origine. Je m'appelle Laura Gauer, mission permanente de la Suisse auprès de l'OMC. Je suis la présidente aujourd'hui du Comité des règles d'origine à l'OMC. Vous avez accès au service d'interprétation lors de cette séance d'information. Si vous êtes en salle, vous devriez pouvoir entendre les intervenants à distance en utilisant les oreillettes. Vous ne devrez pas forcément vous connecter en utilisant votre ordinateur. Le sujet de cette séance d'information est l'harmonisation des règles d'origine non préférentielles. Nous voulons planter le décor, montrer le travail fait par le comité par le passé, comme l'ont suggéré quelques délégations lors de la dernière réunion. Si vous connaissez un petit peu les négociations en vue de l'harmonisation des règles d'origine non préférentielles, vous êtes peut-être surpris de voir le sujet de cette séance. Le comité des règles d'origine n'a pas parlé de cette question en pratiquement 15 ans. En effet, en dépit de progrès considérables, ces négociations se sont arrêtées autour de 2002 et on n'a pas pu achever le programme de travail. La raison majeure étant, et nous l'entendrons dans un instant, que le recours aux règles d'origine harmonisées dans le contexte des autres mesures de politique commerciale étaient en place, en particulier les mesures correctives commerciales. Et en l'absence de règles harmonisées et approuvées à l'échelle internationale, les entreprises ont dû faire à une multiplicité de règles d'origine nationale. Plus de 50 membres de l'OMC appliquent des prescriptions relatives à l'origine à des fins non préférentielles. Il est donc essentiel que les membres de l'OMC soient bien équipés pour suivre cette évolution au sein du comité des règles d'origine. C'est pourquoi le comité discute d'une décision de transparence sur les règles d'origine non préférentielles. L'idée est de mieux comprendre comment l'on conçoit les règles d'origine nationale, comment on les applique, et de donner des informations sur ces règles pour qu'elles soient plus facilement accessibles pour les entreprises. Dans cette ligne d'idée, j'aimerais donner la parole à Darlan Marty. Il travaille dans la division Accès Marché de l'OMC et est le secrétaire du comité des règles d'origine. Une fois qu'il aura présenté cette vue d'ensemble, nous donnerons la parole à Madame Vera Torstensen. Elle est professeure à l'école d'économie de la Fondation Getúlio Vargas à São Paulo, Brésil. Mais, et surtout, elle a été la présidente du comité des règles d'origine pendant 6 ans. Elle abordera les difficultés, expliquant les difficultés à mener à bien ces négociations. Après ces deux exposés, nous aurons la possibilité de répondre aux questions de l'auditoire. Je vous invite à envoyer vos commentaires et vos questions à notre équipe. Simon, Irena et Nana en feront une compilation à l'attention de nos intervenants. Darlan, vous avez la parole. Thank you very much, Laura, Madam Chair. Merci beaucoup, Laura. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, chers collègues qui nous suivez à distance et bonjour à nos collègues qui se trouvent dans la salle. Comme l'a dit Laura, j'ai l'intention dans mon exposé de faire une sorte de travail archéologique et aborder la question des négociations en vue de l'harmonisation des règles d'origine non préférentielles. Et il est d'ailleurs plutôt amusant de parler d'archéologie alors que dans la réalité, ce programme de travail n'est pas si vieux que cela. En vrai, ces discussions ne se sont arrêtées au sein du comité qu'il y a environ 10 ans. Mais je pense que la plupart des délégations partageront cette impression. Tout cela semble être bien loin. Et l'idée d'organiser cette séance a été exprimée par de nouvelles délégations, des délégations qui s'étaient renouvelées, qui voulaient comprendre pourquoi le comité n'abordait pas ces questions aujourd'hui, comment on pouvait l'expliquer. Tenant compte également du fait que dans les capitales, également, il y a eu des changements et de nouvelles personnes sont arrivées et peut-être que l'on a un peu perdu de la mémoire institutionnelle sur ces questions. Je voulais donc vous donner des informations sur l'accord en tant que tel, qui est la source du mandat de ces négociations. Nous aborderons également les objectifs de l'accord et je parlerai ensuite
des négociations et ensuite des obstacles. Probablement la partie la plus intéressante de cet exposé qui explique pourquoi on n'a pas pu boucler ce programme de travail pour l'harmonisation. La première remarque que je souhaitais faire, un premier éclaircissement à l'intention de ceux qui connaissent peut-être moins bien les règles d'origine, c'est que nous ne devrions pas avoir besoin de règles d'origine dans un monde NPF, si toutes les marchandises étaient traitées de manière égale. Peut-être que vous pensez que j'enfonce une porte ouverte, mais ça a eu une forte influence sur les auteurs du GATT. Au départ, ils pensaient que dans le monde NPF, ça signifiait qu'une marchandise d'un membre de l'OMC serait traitée de manière égale, ce qui réduisait le besoin ou l'impact des règles d'origine. Évidemment, nous savons que nous ne vivons pas dans un monde NPF et très souvent, des marchandises sont traitées différemment et leur traitement dépend de l'origine de cette marchandise. Il y a donc des règles d'origine qui sont nécessaires à chaque fois que des marchandises sont traitées de manière plus favorable. Typiquement, dans le cadre d'accords préférentiels de libre-échange, où l'on doit indiquer que les normes minimales de l'accord sont remplies, que la préférence est octroyée, puis également de traitements moins favorables. Typiquement, lorsque des restrictions commerciales sont appliquées, des contingents, par exemple, des mesures, des restrictions sanitaires ou phytosanitaires, il peut aussi s'agir de mesures correctives commerciales, anti-dumping ou sauvegarde. C'est pourquoi nous avons besoin des règles d'origine, une sorte d'instrument politique secondaire qui vient soutenir la mise en œuvre de cet outil, cet instrument primaire. Dans le cadre des ALE, on a des règles d'origine préférentielles et dans le cadre des restrictions commerciales ou des mesures correctives commerciales, ce sont des règles d'origine non préférentielles. Pour être vraiment très complet, il faut aussi expliquer que les règles non préférentielles sont utilisées pour le calcul des statistiques commerciales. Il ne s'agit pas que des restrictions commerciales, mais c'est vraiment sur ce plan-là que c'est le plus important. Pourquoi les membres de l'OMC ont-ils estimé qu'il était nécessaire de réglementer le recours à ces règles? Alors, je l'ai dit, les auteurs du GATT, au départ, n'avaient pas beaucoup pensé aux règles d'origine, mais dans la réalité, on a déjà compris qu'il y avait des problèmes dans les années 40 ou les années 50, avec un article dans le GATT qui traite précisément du coût de la conformité, les obligations d'étiquetage, marque d'origine, ce qui montre que déjà à cette époque, c'était quelque part dans l'esprit des négociateurs. Mais au fur et à mesure où le commerce a cru, de nouveaux problèmes sont apparus. Par exemple, les règles d'origine sont toujours les règles d'origine du pays importateur. Il pouvait donc y avoir des problèmes d'interprétation entre le pays exportateur et le pays importateur. Il pouvait également y avoir des problèmes de divergence des règles. Un même produit avait des origines différentes en fonction des règles qu'on appliquait d'un côté ou de l'autre. Et puis, il y avait également un problème de manque de prévisibilité des règles, parce qu'elles pouvaient changer. Et puis, on avait de plus en plus l'impression que c'était un domaine de plus en plus complexe et c'est certainement lié à la multiplication des accords de libre-échange ou des accords préférentiels avec ce qu'on appelle désormais un plat de spaghettis des règles d'origine et des prescriptions relatives à l'origine des fins non préférentielles venaient encore aggraver cette complexité en fonction des conditions dans lesquelles les échanges se faisaient. Autre difficulté, à cette époque, les entreprises qui avaient du mal à déterminer l'origine n'avaient pas forcément de recours judiciaire.
Et tout ceci générait des coûts et des complexités de plus en plus grandes pour les entreprises. C'est pour cela que les membres, vers la fin des années 80, ont décidé d'inclure des négociations sur les règles d'origine dans le cycle d'Uruguay, dans le groupe de négociation sur les mesures non tarifaires. Et les règles d'origine étaient un des points dont s'occupait ce groupe. L'idée, c'était vraiment de régler ce problème, ces complexités, et un des outils que l'on pouvait utiliser par rapport au problème de la diversité, c'était la négociation d'une série unique de règles d'origine qu'appliqueraient tous les membres de l'organisation, ce qui serait facilitant parce que tout le monde connaîtrait ces règles d'origine, elles seraient stables, leur interprétation serait commune, partagée parmi les membres, et cela réduirait la complexité des échanges internationaux. Et on le voit dans le préambule de l'accord, dans la manière dont il a été rédigé. Les négociations ont assez vite progressé et le 6 décembre 1990, un premier jet était prêt. Il y a eu plusieurs arbitrages, évidemment, pour modifier le texte, et les négociateurs, à cette époque, ont préféré se concentrer sur les règles d'origine non préférentielles, dans un premier temps. Et à cette époque, certains pensaient qu'il fallait aussi essayer d'harmoniser les règles préférentielles, les règles d'origine à elles. Mais on a estimé qu'il fallait commencer par les règles d'origine non préférentielles parce que c'était directement lié à bien d'autres domaines de politique commerciale et qu'on pouvait ensuite utiliser cela pour la suite. Cet accord est devenu un des accords multilatéraux adoptés dans le contexte du cycle d'Uruguay. Un accord multilatéral, autrement dit, tous les membres de l'OMC doivent l'appliquer. Cet accord est en vigueur depuis 1995. Si vous regardez la structure de cet accord, vous remarquerez qu'il est plutôt spécial, particulier, avec deux éléments. On pourrait dire qu'il y en a plus que deux, mais moi, je vais me concentrer sur ces deux éléments-là. Premièrement, comme je l'ai dit, il est décidé que l'on va négocier une série unique de règles d'origine non préférentielles, que tous les membres de l'OMC utiliseraient aux fins NPF. Et ces objectifs sont répertoriés à l'article 1er de l'accord. Vous le voyez, c'est plutôt particulier parce que on ne donnait pas les disciplines ou les résultats comme le font la plupart des accords de l'OMC, mais dans la réalité, cet accord donnait un mandat de négociation avec certains paramètres spécifiques. Et ces négociations ont été appelées le programme de travail pour l'harmonisation des règles d'origine non préférentielles. À cette époque, tout le monde l'appelait le programme de travail pour l'harmonisation. En parallèle, les membres se sont dit, alors si on va négocier des règles d'origine harmonisées, et qu'on a l'intention de le faire très vite, le mandat initial prévoyait de boucler ces négociations en 3 ans, j'imagine qu'ils devaient être euphoriques dans le cycle d'Uruguay et se sont dit que ça devait pouvoir se faire en 3 ans. À ce moment-là, on n'a pas besoin de beaucoup d'autres disciplines parce que tout le monde devrait se concentrer sur la fin de ces négociations, ensuite sur l'application de ce paquet. Ce qui explique pourquoi cet accord est particulièrement faible sur d'autres éléments. Il englobe très peu de disciplines. Par exemple, en l'absence de règles d'origine harmonisées, alors je parlerai de ces disciplines, mais je peux déjà vous dire que ce sont des disciplines relativement faibles. J'en viens justement au programme de travail pour l'harmonisation qui a commencé en 1995. Autre particularité de cet accord de l'OMC, il a institué 2 comités. Comité de l'OMC ici, à l'Organisation mondiale du commerce, à Genève, et en parallèle, a été créé un comité à l'Organisation mondiale des douanes à Bruxelles.
comité technique des règles d'origine. Il est intéressant de noter qu'un accord de l'OMC était à la base de la création d'un organe dans une autre organisation. Mais c'est ainsi que la structure a été mise en place. L'idée de cette instance à l'OMD était qu'elle pourrait mettre des recommandations par rapport à ce à quoi devraient ressembler les règles d'origine. Ces négociations ont commencé très vite à Bruxelles également, et ce qu'on pensait, c'est que les recommandations seraient ainsi préparées, les négociateurs de l'OMC les approuveraient, et une fois que toutes ces règles étaient approuvées, ce paquet deviendrait une annexe à l'accord. Et comme ce serait une annexe, ce texte deviendrait un texte contraignant, multilatéral pour tous les membres. Mais dans la réalité, on a déjà vu que cela avait suscité pas mal de polémiques au niveau de l'OMD, et une bonne partie des négociations devaient se faire ici à l'OMC. Parce qu'au niveau des négociateurs à Bruxelles, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur les recommandations. Il y a eu donc beaucoup de négociations à Genève. Ça peut paraître incroyable de penser que nous avions des réunions du comité des règles d'origine qui duraient 2 semaines, y compris le week-end, avec des représentants venus des capitales, ici à Genève, de nombreux représentants des autorités douanières à Genève et de nombreux représentants de ce secteur qui venaient pour expliquer les chaînes de valeur, les réseaux de production de différents secteurs étaient structurés pour que l'on puisse proposer des règles d'origine ici à l'OMC. Le résultat de ces 10-15 ans de négociations intenses, c'est un paquet consolidé et qui reste encore à l'état de projet parce qu'il n'a jamais été accepté ou adopté. Un paquet de 315 pages où l'on trouve des définitions, la liste des marchandises pleinement obtenues, la liste de plus de 200 pages de règles spécifiques par produit. Et aujourd'hui encore, à l'époque déjà, mais aujourd'hui encore, les spécialistes qui travaillaient sur les règles d'origine s'accordaient à dire que ce paquet, c'est vraiment ce qui se faisait de mieux s'agissant des règles d'origine ou de la conception de règles d'origine claires, flexibles, assez libérales et négociées au niveau multilatéral. Plus de 160 personnes s'étaient penchées sur ces points. Alors, on en est resté au stade d'un projet avec un accord sur environ 70% du paquet, mais comme vous l'imaginez sûrement, une partie de ce paquet n'a pas pu être adoptée, et puis il y avait des questions plus générales qui ont entravé l'adoption du paquet. J'en viens maintenant justement à ces obstacles. Il y a eu des désaccords sur des règles spécifiques pour certains produits spécifiques. Des pays importants exportant certaines marchandises avaient des vues divergentes par rapport aux critères à appliquer. On pense là aux poissons, à certains produits textiles, des machines, textiles, vêtements, café, chaussures. Donc voilà, il y a eu des controverses, mais je ne pense pas qu'elles auraient été insurmontables. J'ai l'impression qu'on aurait pu trouver un moyen, trouver un compromis. Ensuite, des désaccords un peu plus marqués ou plus sérieux quant à l'idée d'utiliser les règles sur la valeur ajoutée pour compléter les règles basées sur le changement de méthode classification tarifaire. C'était la méthode privilégiée. Certaines délégations voulaient compléter les règles en utilisant cette méthode, alors que d'autres ne le souhaitaient pas. C'est peut-être un obstacle plus sérieux, mais là aussi, j'estime qu'on aurait pu trouver une solution. On en vient à une pierre d'achoppement plus importante. On avait appelé ça à cette époque les implications. Je vais vous dire ce que cela signifie concrètement. On se demandait, une fois que nous avons une série de règles d'origine unifiées, qu'on peut les appliquer de manière générale à toutes les mesures commerciales,
sur une base NPF, conformément à l'article 1er de l'accord, c'est-à-dire que vous fassiez de l'équitage, marquage de l'origine, restriction SPS, anti-dumping, enquête anti-dumping. Dans tous ces cas, on utiliserait les mêmes critères pour déterminer l'origine. C'était le point de vue qui prévalait au début des négociations. Mais on s'est demandé, mais il est peut-être nécessaire d'avoir des règles différentes en fonction du contexte. Et puis on s'est demandé, imaginons dans une enquête anti-dumping, le pays exportateur, est-ce que c'est la même notion que le pays d'origine, le concept du pays d'origine dans les règles d'origine? Donc plusieurs questions d'ordre juridique ont commencé à se poser. Les implications, c'était lié au fait que ces règles harmonisées auraient un impact ou une implication sur la manière dont d'autres mesures de politique commerciale sont appliquées. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple concerne le café. Les grains de café qui sont récoltés en Colombie, envoyés aux États-Unis, sont torréfiés et moulus. Les États-Unis ensuite envoient cela en Suisse. Si on dit que l'origine du café, c'est la torréfaction, lorsque la Suisse importe ce café, l'origine serait donc les États-Unis, parce que c'est là que la torréfaction a eu lieu. Mais la question s'est posée, imaginons que la société américaine souhaite utiliser une marque, déposer une marque d'origine, une étiquette, un label qui dise « Café 100% Colombie » parce que c'est sur ce point qu'ils fondent leur marketing. Là, il y a eu des divergences de vues. On ne peut pas avoir cette étiquette « Café 100% Colombie » si les autorités douanières suisses disent que ce café est américain ou que c'est un café fabriqué aux États-Unis. La question est donc de savoir quelle est l'étiquette qu'on va y apposer. Certains disent que si vous autorisez cela, ça peut être trompeur et ça irait à l'encontre de l'article 9 du GATT qui parle de marque d'origine, alors que d'autres disaient l'article 9 parle de l'origine à des fins du consommateur, ce qui n'est pas la même chose que la détermination du point de vue des douanes. Le même problème se poserait par rapport aux restrictions SPS. Imaginons que le gouvernement suisse ait imposé des restrictions SPS sur le café colombien. Est-ce que cela s'appliquerait automatiquement au café arrivant des États-Unis parce qu'il contient potentiellement des composantes risquées ou des ingrédients, des parties venant de Colombie? Autre exemple, et c'est peut-être plus intéressant parce que c'est lié à une question d'actualité encore aujourd'hui, les mesures correctives commerciales. Imaginons le cas de figure suivant. 3 pays impliqués dans une opération, pays A, B et C. Le pays A fabrique des pièces détachées dans le secteur automobile qui partent dans un pays B où on assemble ces pièces. Et le véhicule est ensuite importé dans le pays C. Si l'origine harmonisée à l'OMC est l'assemblage, lorsque le pays C importe, eh bien, l'origine, c'est le pays B, parce que c'est là que les pièces ont été assemblées. Mais imaginons que le pays C applique des mesures anti-dumping après enquête sur ce véhicule qui arrivait du pays B. Le fabricant pourrait commencer à assembler ces pièces dans le pays A au lieu de le faire dans le pays B et envoyer tout cela dans le pays C. Dans cet exemple, comme la règle d'origine, c'est l'assemblage, la nouvelle origine du véhicule, ce serait le pays A. En principe, on pourrait faire valoir qu'une nouvelle enquête devrait être lancée par rapport au pays A et si on découvrait qu'il y avait de l'antidumping, une mesure serait appliquée au pays A également. Et le fabricant pourrait encore déplacer ses activités dans le pays D. Et donc, ce serait une boucle sans fin parce que on connaîtrait la règle, c'est l'assemblage, et ce serait donc une cible mouvante pour cette société, et cette société
qui essaye d'optimiser ses possibilités d'accès au marché, de profiter de ces règles pour éviter toute restriction. Mais la question reste, le pays importateur, le pays C dans cet exemple, peut-il automatiquement étendre ses enquêtes et conclusions anti-dumping aux nouveaux pays exportateurs? Certains disent que non, il faut pour cela lancer une nouvelle enquête à chaque fois, et alors que d'autres disent oui, c'est possible, parce qu'ils ne sont pas tenus par cette règle d'origine harmonisée. Au bout du compte, la prévisibilité et la transparence de règles d'origine harmonisée pour le commerce international peuvent également être perçues comme une manière de mieux équiper les sociétés pour éviter les restrictions dans le pays importateur. On connaît ce phénomène et on l'appelle le contournement, le fait que des sociétés essayent de contourner ces restrictions commerciales. Et à cette époque, c'est ce qui a pratiquement fait s'arrêter les négociations parce que les négociateurs ont dit, mais attendez, on ne peut pas adopter des règles qui vont entraver notre capacité à appliquer des mesures de politique commerciale, comme l'antidumping. Mais d'autres négociations pourraient dire, mais ça n'est pas un problème lié aux règles d'origine, c'est un problème de législation anti-contournement. Et on peut y remédier par la législation anti-dumping et anti-contournement, pas en manipulant ou avec moins de clarté sur les règles d'origine. Au bout du compte, ça a été la pierre d'achoppement dans les travaux de ce comité. Les membres ont décidé de transmettre cette question au Conseil général pour avoir des orientations politiques et vous ne serez pas surpris d'apprendre que le Conseil général de l'OMC n'a pas souhaité délibérer de ces questions non plus. Nous nous sommes donc retrouvés dans une situation où on avait des points de vue très polarisés au sein du comité. Et le président de ce comité, à l'époque, a proposé de nombreuses possibilités. Je suis sûre que Vera aura bien plus de choses à dire à ce sujet lorsqu'elle fera des commentaires un peu plus tard, mais deux solutions majeures ont été proposées. Première solution, l'application sélective, entre guillemets. Nous avons un paquet de projets de règles d'origine, ce paquet est adopté et les membres peuvent notifier à l'OMC les mesures politiques qu'ils utilisent et les mesures qu'ils n'utilisent pas. Si vous ne souhaitez pas utiliser vos règles harmonisées à des fins anti-dumping, vous ne le faites pas. Vous ne faites que le notifier à des fins de transparence. Mais au moins, on sauve ce paquet pour tous les autres objectifs pour lesquels on peut l'utiliser. Deuxième option, bon, alors, on adopte ce texte comme principe directeur ou recommandation pour que les membres, donc un instrument non obligatoire, non contraignant, et lorsque les membres élaborent leurs règles nationales, ils peuvent les utiliser comme source d'inspiration ou pour coller le plus possible à ces règles, ce qui devrait générer une certaine convergence, si ce n'est une harmonisation des règles. Ces deux options n'ont pas été acceptées par les membres. Et donc, nous nous sommes retrouvés dans cette situation où certains membres ont pensé que l'harmonisation n'était pas utile et qu'elle ne faciliterait pas les échanges mondiaux. Certains membres ont dit que les échanges mondiaux ont continué de croître, 80% des échanges se font sur une base NPF et on n'entend pas les entreprises se plaindre des règles d'origine non préférentielles, n'y touchons plus. Et puis, un autre groupe de membres a dit « Mais non, ça reste très pertinent. Le simple fait que les règles d'origine non préférentielle sont utilisées dans des cas très controversés montre que nous avons besoin de plus de clarté dans ce domaine. » Ces vues polarisées ont été notées dans le rapport annuel au Conseil du commerce de marchandises en 2013. Vous trouvez les références et les liens dans cet exposé. Et je pense que nous nous sommes donc retrouvés dans cette impasse où il n'était pas possible d'avoir des discussions de fond sur les règles si on ne voyait pas clairement comment ces règles seraient appliquées au bout du compte. Depuis 2015, le comité
c'est dit. Alors, si on ne peut pas se concentrer sur la substance de ces règles et l'harmoniser, sur quoi pouvons-nous nous concentrer? Il y a eu plusieurs scènes d'information, exercices d'éducation, d'information pour mieux comprendre la manière dont les règles existantes sont structurées et comment elles ont un impact sur le commerce international. Et je crois que l'un des résultats de cet exercice, tel que l'a dit Laura, c'est que justement, nous savons que nous devrions travailler afin que ces règles soient le plus claires, le plus accessibles possible, plus transparentes possible, par le moyen d'un système de notification au sein de ce comité, afin de pouvoir suivre de manière plus fidèle la mise en œuvre et l'utilisation de ces règles. Aujourd'hui, nous comptons environ 60 membres de l'OMC qui ont mis en œuvre des règles d'origine non préférentielle dans un secteur, par secteur, de manière spécifique par les produits ou en général. Mais nous avons trop peu d'informations sur ce système-là, car nous manquons justement d'un système de suivi général. Alors, nous avons des règles de transition qui font partie du deuxième pilier, mais ces principes sont très simples, faibles, comme je le disais, car ils n'ont jamais été pensés comme des principes permanents. Nous avons donc besoin d'un niveau de transparence minimum. Nous avons les obligations d'examen judiciaire sur les règles d'origine. Nous avons la question de la confidentialité des informations, mais d'ordre général, il s'agit de principes relativement faibles. Et cela se complète par 2 articles dans le GATT sur les règles d'origine. D'une part, les marques d'origine dont je vous ai parlé, et d'autre part, l'article 8 qui contient une note demandant aux membres de n'exiger un certificat d'origine que lorsque cela est indispensable. Et aujourd'hui, nous avons aussi l'accord de facilitation des échanges qui vient apporter davantage d'obligations dans le domaine des règles d'origine. Donc voilà une présentation d'ensemble de cet accord, de ses objectifs, des négociations, dont les pierres d'achoppement, qui sont nombreuses. Cette présentation sera disponible sur le portail des règles d'origine du site de l'OMC et l'enregistrement de cette réunion sera également disponible. Vous retrouverez donc toutes les références sur les hyperliens que vous pourrez cliquer. Je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup, Darlan, pour cette présentation d'ensemble. Je donne sans plus attendre la parole à Vera, l'ancienne présidente du comité. Nous vous écoutons, Vera. Merci. Alors tout d'abord, bonjour. Bonsoir, en fonction d'où vous vous trouvez. C'est le matin ici au Brésil. Je me réjouis de me joindre à vous, de vous voir à l'écran et je vois des visages amis dans cette salle. Je travaille dans le commerce depuis plus de 30 ans. Quand je suis arrivée à Genève, au début de la mise en œuvre du cycle d'Uruguay, c'était en 1995. J'étais conseillère économique de la mission brésilienne et depuis le tout premier jour du comité des règles d'origine, eh bien, j'étais là. Quelle expérience fascinante! Je suis économiste moi-même de formation et je me bats en permanence avec les avocats. Donc, c'était une période de ma vie fort intéressante. Darlan, merci pour cette présentation riche en enseignements. Vous avez parcouru toutes les questions saillantes. Je crois qu'il manque une personne. Eki King, à qui je souhaite rendre hommage, qui était secrétaire des règles d'origine. Il travaille aux douanes coréennes et on lui doit tout. Je sais qu'il nous manque beaucoup. Alors, je vais vous parler un peu de l'histoire et des questions les plus sensibles, des points de friction. Et puis, je vous donnerai également mes recommandations personnelles
pour aboutir à des négociations favorables. Alors, dès le départ, le problème s'est posé. Les pays considèrent les règles d'origine comme un instrument visant à protéger leur propre industrie ou pour exporter. Si vous souhaitez exporter un produit, oubliez les règles d'origine, elles sont très souples. Si vous souhaitez utiliser les règles d'origine pour protéger votre marché, les machines, les autos, les voitures, etc., eh bien, vous allez utiliser les règles d'origine pour des biens de protection. Donc, il nous faut trouver un équilibre entre ces deux points de vue et c'est très difficile. Je suis entièrement d'accord sur le fait qu'un problème transversal qui s'est posé, c'était la question de où appliquer ces règles d'origine. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Darlan. Les règles d'anti-dumping sont placées comme des règles sur lesquelles nous sommes tous d'accord. Et donc, il est important d'avoir une vision générale pour comprendre où ces règles d'origine doivent s'appliquer. Donc, c'est un sujet très précis. Et si vous vous intéressez aux chiffres, vous verrez qu'il n'y a pas tant de cas que cela. Une question qui m'attriste beaucoup, c'est celle du travail qui a été rempli dans le cadre des règles d'origine et ce travail a été interrompu à cause de certains petits problèmes très spécifiques. C'est très dommage. Alors, si vous regardez le problème de près, la question des secteurs, eh bien, prenez un exemple, le problème de la pêche, par exemple. On ne peut pas négocier sur la pêche. De nombreux cocktails, des fêtes ont été organisés et offerts par les délégations pour convaincre les négociateurs de ce qu'est un poisson d'eau salée, un poisson, voilà, des différentes catégories qui existent. Donc, c'est très complexe. Nous avons le problème des distances, de l'utilisation des bateaux, des zones de pêche. Ce sont des questions vraiment très, très complexes. Donc, la pêche est un problème très central. Une autre question, c'est le vin. Imaginez, par exemple, négocier autour du vin. Alors, d'abord, on parle d'origine, bien sûr, on pense au raisin. Alors, réfléchissez donc au vin français, par exemple. Ça peut être très problématique pour certains pays, comme la France, par exemple. Je suis en train de vous parler de l'histoire des négociations des règles d'origine. Par exemple, le Japon exporte des produits au départ du processus de fermentation. Eh bien, la question de savoir quelles sont les règles d'origine, les intérêts sont différents. C'est-à-dire que le Japon, qui s'occupe de ce processus de fermentation, souhaiterait pouvoir dire que ce vin-là est originaire de France. Par exemple, un autre exemple, le café que j'ai bu en Suisse. Il s'agissait d'un café brésilien mélangé avec d'autres pays, notamment des pays d'Afrique. Et ces fèves avaient été torréfiées dans les Alpes, en altitude. Et donc, l'argument de marketing était justement dans ce sens-là, que cette altitude donnait une certaine saveur. La Suisse est le premier exportateur de capsules de café. Et l'argument de la Suisse était justement que le processus de mélange était central. Qu'en est-il du lait? L'Australie et la Nouvelle-Zélande préfèrent exporter leur lait et l'argument une distinction se posait entre le lait d'origine australienne ou néo-zélandaise, et puis après, il y avait la différence avec le lait en poudre, puisqu'on y ajoute de l'eau. Voilà. Donc, pour définir l'origine
d'une marchandise, par exemple une blouse, eh bien, c'est très compliqué. Vous vous rendez compte à quel point c'est compliqué quand vous voyez les frictions entre les États-Unis et l'Union européenne. Vous voyez qu'aux États-Unis, il y a plusieurs étapes qui sont reconnues officiellement et au sein de l'UE, ce sont 2 étapes. Dans le secteur des machines, ça est encore aussi très complexe. Qu'en est-il de l'acier? Imaginez tous les produits qui sont fabriqués à partir de l'acier. Pensez seulement à toute l'information dont vous avez besoin pour évaluer et identifier l'origine d'un produit. Il faut le traiter, cet acier, et il y va de même avec le ciment. Que faire avec le ciment pour pouvoir obtenir la texture que vous souhaitez? Vous devez ajouter du sable, etc. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre. Donc voilà, c'était simplement quelques exemples que je voulais vous présenter. Et je suis à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus. Finalement, une fois que tous ces problèmes ont été posés sur la table de manière claire, et je suis tout à fait d'accord, Darlan, ces négociations duraient 2 semaines avec de nombreux experts qui venaient nous expliquer les tenants et les aboutissants de ces problématiques. Et à mes yeux, le conflit le plus important, c'était le positionnement de l'UE, d'une part, qui parlait de la valeur ajoutée. Car il y a toujours une valeur ajoutée dans l'ouvraison. Et les États-Unis étaient farouchement opposés à cette question. Et ce que disaient les négociateurs, c'est qu'il était difficile de calculer cette valeur ajoutée, de la chiffrer. Donc, vous avez ici un contentieux vraiment important entre les parties. Et puis finalement, au terme de nombreuses discussions, nous avons eu des comités conjoints, règles d'origine, SPS, règles d'origine et d'autres comités de l'OMC. Vous ne savez pas à quel point nous avons travaillé d'arrache-pied. Nous avons commencé donc à réfléchir à d'autres solutions. Si on n'atteint pas notre objectif, si on ne peut pas atteindre notre objectif, eh bien, concentrons-nous sur autre chose. Cherchons un équilibre. C'est le président et le secrétariat qui ont proposé cela. Efforçons-nous de trouver un équilibre. Et la conclusion était aussi de choisir de laisser les pays décider des applications de préférence. Par exemple, les changements de tarification. Très bien, on va les appliquer pour les machines, les voitures, les textiles. Eh bien, nous allons le coucher sur papier. S'agit-il d'une valeur ajoutée ou d'un changement de classification? Alors, quel est le problème avec le changement des classifications? Vous avez des parties dans la même classification des composantes principales, et donc ces pièces détachées, elles ne s'inscrivent pas facilement dans cette classification. Donc, vous comprenez la complexité de cette question. C'est surtout un problème dans le cadre des machines. Dans les chapitres 84 et 85, vous avez 2 options pour pouvoir résoudre ce problème. À mesure que les négociations progressaient, nous entendions petit à petit le problème de la mondialisation. Imaginez donc, personne ne parlait de cela à l'époque. On ne parlait pas de mondialisation. Alors le problème en matière de politique, d'économie, s'est posé. On s'est demandé comment apposer des règles d'origine strictes dans un monde qui change de manière si radicale et si rapide. Nous avons donc dû faire preuve de plus de souplesse afin que ces règles soient plus flexibles et moins strictes. Il y a un autre élément qui est très important.
Regardez votre iPhone. À l'époque, au début, voilà, on regardait cet objet, on se disait, mais c'est fantastique. Et aujourd'hui, regardez encore, d'où vient votre iPhone? Les produits, les pièces détachées viennent de Corée, le design a été développé aux États-Unis, le produit a été assemblé en Chine. Je crois que c'est un exemple qui illustre très bien la complexité, le niveau de complexité. Tout cela, tous ces pays peuvent se trouver sur l'étiquette. Eh bien, pour ce marketing, cette étiquette, ce label, on n'a pas toujours besoin de s'intéresser aux règles d'origine parce que les éléments sont si différents. Pensons maintenant, par exemple, à une cravate. Sur l'étiquette, on a 100% soie de Chine, design France et assemblage Turquie ou tout autre pays. Sur l'étiquette, vous avez les informations. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de règles d'origine? Eh bien, ce que j'en pense, au bout de nombreuses années de travail dans ce domaine-là, j'enseigne les politiques commerciales à l'université, j'ai suivi l'évolution de ces négociations et je peux vous dire qu'il est vrai que les règles d'origine doivent être utilisées dans les accords parce qu'elles peuvent apporter une aide dans ces échanges. Et donc, si la question que vous me posez, c'est de savoir si au bout de 30 ans de travail dans le domaine, et je ne sais pas, peut-être 20 ans à me concentrer sur les règles d'origine, quelle est votre suggestion? Eh bien, ma réponse est la suivante. Référez-vous aux décisions et aux guides, aux lignes directrices. Et Darlin, je vous invite à parler avec Gabriel Marceau, qui a beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Demandez-lui à Gabriel Marceau de donner une présentation sur le sens de ces lignes directrices. L'OCDE est fondée sur des lignes directrices. L'idée est d'orienter les pays. Vous avez le comité des règles d'origine qui permet de dialoguer, d'expliquer les bonnes pratiques, de demander pourquoi les règles d'origine sont appliquées ou non. C'est un exercice formidable. Alors, ce qui compte, c'est d'avoir un document en main et de faire progresser le travail du comité à la faveur de cette mission supérieure, tout en sachant qu'il est impossible d'aboutir à un paquet parfait. Donc, utilisez ces règles comme ligne directrice. Et souvenez-vous que si le problème, ce sont les mesures anti-dumping, eh bien, il faut se rappeler que c'est un jeu. On renvoie la balle dans le camp qui nous convient. Et donc, si le problème persiste, c'est un problème de législation. Donc, mon conseil, c'est d'aborder ce document, ces 111 documents, comme des lignes directrices. Ces documents ont fait l'objet d'accords. Il s'agit d'un équilibre qui a été atteint, car la question d'imposition légale a posé problème. Nous en avons beaucoup parlé, mais les lignes directrices n'y ont pas été incluses. Et je crois qu'un document de base qui liste des règles très claires, c'est un document qui permettra d'être utilisé. Et moi, ce que je recommande aussi, c'est d'utiliser les étiquettes, les labels, car sur ces étiquettes, vous retrouvez toutes les informations. Tout doit se trouver sur l'emballage. Voilà, ce n'est pas un problème de règle d'origine. Et puis,
Si vous faites cela, eh bien, je pense que le comité pourra s'occuper de questions plus importantes encore. Voilà, je suis prête, je suis là à votre disposition pour vous aider à réfléchir à ce travail d'une autre manière. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci Vera pour ce partage de votre point de vue, de votre expérience. Je vois que vous êtes très passionné par cette question encore. J'invite les participants à poser leurs questions. Pour ceux d'entre vous qui sont en ligne, vous pouvez utiliser la fonction chat. Et pour ceux qui sont dans la salle, vous pouvez demander la parole comme d'habitude avec votre pancarte. La séance de questions-réponses peut commencer. Est-ce que je peux commencer à donner mon avis sur certaines des questions et Darlan peut donner son avis ensuite? Je vais intervenir rapidement. Nous avons reçu des questions sur la boîte de dialogue. Nous pourrions entamer par les premières questions. Je vois que Vera est dans les starting blocks. Alors, la première question pose sur la valeur ajoutée. Est-ce que cela fait partie d'une règle, étant donné que cela s'inscrit dans ces règles-là, c'est peut-être difficile à évaluer. Commençons par cette question. Oui, excellente question. C'est justement le nœud du problème. Alors, pour être honnête, ce n'est pas si complexe que ça. Si le monde du commerce avance vers une mondialisation accrue, eh bien, ce n'est pas si problématique que ça. Regardez, les certifications de règles d'origine, elles sont établies par des associations industrielles. Donc, tout le monde est plus ou moins d'accord sur ces chiffres. Un produit, par exemple, est originaire du Brésil à cause d'un certain pourcentage qu'il définit. Donc, vous devez vous référer aux règles lorsque vous rencontrez un problème. Et puis, vous pouvez faire une enquête. Donc, l'Union européenne, une fois de plus, a un avis très arrêté sur la question. Et en général, les choses sont plus simples qu'elles n'y paraissent. Et je suis tout à fait d'accord avec cela, car la modification des positions tarifaires, ça peut être un cauchemar aussi à aborder. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième question? Pourriez-vous expliquer davantage comment les membres souhaitaient mettre en œuvre les règles de valeur ajoutée? Est-ce qu'il y avait différentes formes, des mécanismes ou des formulaires ou des formules qui pouvaient être utilisées? Qu'en est-il des qualifications PSR? Alors, les règles sur la valeur ajoutée, comment les expliquer? Eh bien, le calcul se fait. Le problème, c'est de savoir quels éléments on veut inclure à ce calcul. Finalement, ce n'est pas si compliqué. Une fois de plus, c'est plus aisé qu'il n'y paraît, car on parle ici de certification par les industries. Et les problèmes ne se posent que lors de problèmes spécifiques. Une autre question. Qu'en est-il de la préférence pour les règles d'origine? Quand est-ce qu'elles commencent, ces règles d'origine? Eh bien, pour être honnête, j'étais moi-même stagiaire lors des négociations du cycle d'Uruguay. Ces dernières ont commencé en 1995 et la question s'est posée dès le départ. Les négociations ont duré 3 ans. À l'époque, les négociateurs pensaient qu'il s'agissait d'un travail d'ordre technique. Et tout le monde pensait que 3 ans seraient largement suffisants pour terminer ce travail. Et puis ensuite, la question de la protection, de la libéralisation des échanges a mis un stop à tout cela. Excusez-moi, je vous interromps. Nous avons les États-Unis qui souhaitent prendre la parole ici dans la salle.
Fantastique. Ah, c'est une question. Allez-y, nous vous écoutons, les États-Unis. Merci. Merci pour ces deux présentations qui étaient d'une part riches en enseignements et d'autre part qui nous ont donné une idée de la situation et qui nous ont fait nous rendre compte que la question date, c'est une question de longue date. Alors, la question des calculs de la valeur ajoutée, à l'époque, est-ce que vous vous concentriez sur le calcul pour mesurer la proportion de contenu originaire ou non originaire? Quels étaient les arguments avancés pour chaque côté de ce spectre? Est-ce que je peux répondre? Oui, absolument. Tout d'abord, je me réjouis de voir les États-Unis participer. Je ne vous vois pas très bien, mais en tout cas, transmettez mes amitiés à votre délégation. La valeur ajoutée peut être calculée de deux manières. Par la base sur laquelle vous ajoutez les éléments, ou alors vous définissez que l'origine est définie par le reste. Eh bien, vous pouvez faire l'un ou l'autre. Vous pouvez choisir l'option que vous préférez pour définir la valeur ajoutée. Très bien, je passerai vos sentiments à Jay. Peut-être que je peux compléter la réponse. Non, alors à l'époque, nous n'avions pas de réponse arrêtée sur cette question. Et c'est justement ce que vous retrouverez dans le projet de paquet de mesures, de règles, pardon. Il s'agissait des règles concernant le contenu, les éléments originaires. Il n'y avait aucune discussion à ce sujet à l'époque. Mais je crois que un côté intéressant de cette discussion, c'est celui de l'évolution à laquelle nous avons assisté dans le monde, parce qu'aujourd'hui, il est assez courant de voir des pays choisir un mélange entre la valeur ajoutée, la tarification, la classification, en fonction de ce qui fonctionne le mieux pour le secteur. À l'époque, cela n'était pas une problématique, ce n'était pas une pratique courante. Donc, c'est peut-être un domaine dans lequel les positions nationales pourraient diverger aujourd'hui. Oui, j'ai une question de suivi pour Vera. Pardon de vous interrompre. Vous avez parlé des lignes directrices plus tôt. Et j'aimerais qu'on déroule un peu le fil de cette question. Étant donné les ressources qui étaient disponibles et qui ont été utilisées dans ce sens-là, comment est-ce possible que les membres n'aient pas pu aboutir à des décisions sur ces lignes directrices? Alors, je crois que la question sur les mesures anti-dumping, c'était vraiment crucial. C'est justement cela qui a empêché les négociations d'aboutir. Et pour ce qui est de la mondialisation, les négociateurs ont dit, écoutez, le monde est en train de changer. Ce n'est plus le monde que nous connaissions au début du cycle de négociation. Et je suis d'accord, on ne peut pas créer des mesures et des règles dans un monde changeant. Donc, la valeur ajoutée se calcule à environ 20% de la valeur totale. Et je crois que justement, le différent entre les États-Unis et l'UE au sujet de la valeur ajoutée, ce qui est intéressant dans ce différent, c'est que le TPP, le CPTPT et tous les accords qui ont été conclus acceptent les deux concepts, la valeur ajoutée et le changement de classification. Et si l'UE, il faut que je retrouve les délégués qui me faisaient remarquer que les négociations étaient en train de se bloquer et que nous n'avancions pas à cause de ces pierres d'achoppement. Eh bien, voilà, sur la question des lignes directrices. Pour moi, il est plus important de ne pas se focaliser sur les exceptions, mais plutôt d'avoir une sorte de livre avec
des lignes directrices, un guide pour d'autres pays. Et maintenant, on utilise le comité pour discuter des problèmes du café au Brésil, en Australie. C'est un exercice de transparence avec une règle concrète. C'est ça qui est le plus important. Et je le répète, le problème, c'est le contournement pour le comité anti-dumping ou les règles anti-dumping d'un pays. Si un autre pays commence à contourner des composantes ou des pièces lors de l'assemblage, une enquête spéciale est lancée. On oublie l'accord, les règles d'origine. Ça concerne les spécialistes anti-dumping qui doivent mener leur enquête pour déterminer si ce pays contourne, oui ou non, des lois. Ça ne concerne pas les règles d'origine, ce n'est pas aux règles d'origine de régler cela. Merci. Merci beaucoup pour cette déclaration très claire. Nous avons encore une autre personne qui demande la parole dans la salle, la CNUSED. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je suis heureux de vous voir, Vera Stefaninama de la CNUSED. À l'époque, je suivais les négociations et avant de venir ici, avant l'OMC, j'ai travaillé au sein du comité des règles d'origine de l'OMD. Et comme l'a dit Darlan, c'est une grande somme de travail qui avait été consentie dans le cadre du programme de travail pour l'harmonisation. Travail remarquable. Et c'était ce qui se faisait mieux dans ce domaine au niveau mondial. Et si on regarde ce qui se fait maintenant et le programme de travail, eh bien, on a un document à OMC, même si ce document n'a pas été accepté. Vous avez donné quelques exemples de la discussion telle qu'elle s'est tenue. On parle d'une perspective historique, hein. Ça n'est pas si vieux que cela. Tous les jours, lorsqu'on négocie sur les règles d'origine et les accords préférentiels, ce sont les mêmes questions qui se posent, les mêmes options dont on continue de parler. À cette époque, on avait réussi à faire avancer les choses et on avait appris beaucoup dans le cadre de ce processus, avec tout un travail technique qui a été fait et qui reste pertinent aujourd'hui. On voit que différents points ont été repris dans différents ALE, réactions chimiques, le chapitre chimique. C'est quelque chose qui découle directement des travaux du comité à l'OMD et de celui de l'OMC. Ça n'a pas été adopté comme nouvelle règle préférentielle, mais ça fait partie directement de nombreux ALE, ainsi que bien d'autres éléments que l'on a finalement retrouvés dans les accords de libre-échange. On dit que c'est un fait d'histoire, mais finalement, ça nous occupe encore beaucoup aujourd'hui dans le présent. Et puis, je rappellerai encore un autre point. Un consensus n'a pas pu être trouvé. Il y a évidemment la question des implications, une des entraves principales, divergent pour de nombreuses délégations. Mais si je me souviens bien, il y avait également une question de personnalité, parce que certains des grands acteurs présents dans les débats n'étaient plus là à la fin du débat, et ça a parfois changé le ton des négociations. Les négociations, ce sont également des figures, des personnalités qui participaient aux travaux du programme de travail pour l'harmonisation et qui finalement n'étaient plus présents plus tard. Et lorsqu'on était à bout touchant, peut-être que c'est un peu pour cela qu'on a raté le coche. Et puis, il y a eu des questions plus techniques qui se sont posées. Peut-être qu'on a trop insisté
changement de classification tarifaire par rapport à la prescription ad valorem. Souvenons-nous qu'à cette époque, début des années 90, les États-Unis négociaient l'ALENA et l'ALENA était basée sur le changement du critère de classification tarifaire, même si plus tard ça a été adopté avec l'ad valorem. Ça a peut-être un petit peu biaisé cette tendance. On privilégiait une manière de rédiger les règles d'origine par rapport à une autre. Et parfois, ça a peut-être rendu le consensus moins accessible. Évidemment, aujourd'hui, on en fait une lecture différente. Je me souviens également que l'Union européenne insistait pour avoir le pourcentage ad valorem. Très honnêtement, moi, ça, je ne l'ai jamais compris, parce que pendant des décennies avant cela, l'Union européenne utilisait le changement de classification tarifaire comme méthode. J'ai jamais compris pourquoi ils insistaient. C'était probablement des instructions venant du secteur privé ou l'industrie dans l'UE, mais qui ne reflétaient pas les derniers développements dans la rédaction des règles d'origine. Mais bon, ça a été une pierre d'achoppement. À ce moment-là, il aurait fallu pouvoir la surmonter. On l'a surmontée en quelque sorte parce que nous voyons que ce sont différentes formes de rédaction des règles d'origine. Il faut se concentrer sur la substance des règles d'origine. Que faut-il faire pour les respecter plutôt que par rapport à la langue qu'on parle lorsqu'on parle des règles d'origine? Le fond plutôt que la forme aurait probablement permis de surmonter certains obstacles. Cela dit, je pense que le travail qui a été accompli demeure un tour de force technique dans le domaine des règles d'origine et tous ceux qui ont participé à ces négociations sur les règles d'origine, je les invite à reprendre ces documents et en tirer les enseignements sur la manière dont on peut rédiger les règles d'origine. Merci. Thank you. Merci. Vera, souhaitiez-vous faire un commentaire? Oui, merci beaucoup. Quel plaisir de revoir un visage familier. Je suis d'accord avec vous, la question de la personnalité ou des personnalités s'est posée. Mais voyez-vous, en temps normal, toutes les négociations à l'OMC se terminent lorsque l'on change les personnes dans les missions. Et après, il y a de nouvelles personnes et bon, on dit il faut absolument finir ce travail. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce document, avec quelques changements mineurs, pourrait être actualisé et ainsi, on aurait le même niveau de prescription. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur un autre élément, la manière dont les règles préférentielles viennent contaminer cette question, parce qu'on ne peut pas distinguer complètement les deux. Ça, c'est une chose. Il y a également la question de la flexibilité des États-Unis et de l'Union européenne. Alors, parce qu'ils ont regardé l'idée d'appliquer à 100% une méthode ou l'autre. Dans mon souvenir, le chapitre 84 et le chapitre 85 prévoyaient les deux possibilités. Un pays devrait choisir et notifier. Mais très heureuse de vous revoir. J'espère que nous nous reverrons. Darlan, il va falloir organiser une réunion des anciens négociateurs des règles d'origine. Je suis sûre que Darlan a déjà prévu quelque chose. Nous avons longuement parlé du contournement des mesures correctives et d'autres éléments. Vous l'avez dit, certaines des pierres d'achoppement concernaient, c'était justement ça,
par rapport à l'harmonisation. Ce sont des questions qui restent délicates aujourd'hui pour de nombreux membres de l'organisation, mais nous voyons que de plus en plus de pays utilisent l'antidumping. Beaucoup appliquent des lois anti-contournement. Avec un éclaircissement des règles anti-contournement, pensez-vous qu'il est possible que l'harmonisation des règles d'origine revienne en haut du programme de l'OMC rapidement? Oui, je le crois. Comme vous l'avez dit, beaucoup de membres recourent à l'antidumping et suivent les notifications. Beaucoup ont déjà dû faire face à des questions d'anti-contournement. Je vous l'ai dit, 80% des exportations et des importations dans le monde, vous acceptez la certification d'origine faite, produite, offerte par les associations professionnelles industrielles. Vous ne calculez pas s'il y a 45 ou 46%, non, vous acceptez. Ce n'est que pour des cas spéciaux sur les questions d'antidumping. Pourquoi pénaliser tout le travail des règles d'origine à cause de quelques cas de contournement des règles antidumping? Il appartient aux spécialistes antidumping de faire ces enquêtes, d'établir ce qui s'est passé, ça peut être la valeur ajoutée. Et s'il y a effectivement un cas de contournement de l'antidumping, il appartient à ce pays d'établir un pourcentage, par exemple, qui reflète plus ou moins la manière dont les règles d'origine ont été négociées. Si c'est 45%, on ne peut pas imposer pour l'anti-contournement un autre nombre, mais il appartient à cette autorité de faire l'enquête et ne pas bloquer le résultat de l'accord des règles d'origine. Merci, Vera. Nous allons nous arrêter dans quelques instants. Il y a également une manifestation organisée par le Royaume-Uni. Ainsi, les délégués auront la possibilité d'y assister. Je vais redonner la parole à notre présidente qui va conclure cette séance. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci pour cet échange de vues. Merci à Vera en particulier. Merci Simon, merci à tous. Merci à Darlan pour cet exposé qui rafraîchit nos mémoires. Merci à Vera qui a présenté un tableau si vivant des négociations à cette époque. J'espère que vous avez ainsi une toile de fond intéressante, que vous soyez ici à Genève ou que vous nous suiviez de votre capitale et que vous avez un peu mieux compris le contexte dans lequel s'inscrit notre travail dans le comité Transparence et règles d'origine non préférentielle. Merci à tous. La séance est levée.